Vous avez peut-être remarqué que quand un événement survient qui nous semblait hautement improbable, nous n'avons a posteriori aucune difficulté à lui trouver des explications. Prenez par exemple l'élection de Donald Trump. À peu près personne ne l'avait vu venir, mais pourtant il se trouvait à peu près personne non plus, quelques jours après, pour la trouver complètement inexplicable. Surprenante, bien sûr, mais n'importe quel analyste politique était capable d'énumérer une bonne demi-douzaine de raisons qui y avaient contribué. Politique, sociale, médiatique, tout ce que vous voulez. En fait, nous sommes bien plus doués pour expliquer le passé que pour imaginer le futur. Une fois qu'un événement est connu, nous retrouvons dans le passé les éléments nécessaires qui nous permettent de conclure que l'histoire était écrite et que nous aurions dû, ou au moins que nous aurions pu nous en douter. Nous éliminons aussi de notre récit tous les éléments contradictoires. Par exemple, dans l'élection américaine, on oublie toutes les raisons parfaitement logiques qui auraient dû conduire à l'élection d'Hillary Clinton, et évidemment, il n'en manque pas. La bonne nouvelle, c'est que cette capacité étonnante que nous avons à expliquer le passé, nous pouvons aussi la mettre au service de notre capacité à prédire l'avenir. Le psychologue américain Gary Klein a eu l'idée de se dire « Puisque nous sommes tellement doués pour regarder dans le rétroviseur, pourquoi ne pas utiliser le rétroviseur pour regarder le futur ?» C'est ce qu'il appelle le prospective hindsight, une sorte d'oxymore qu'on pourrait traduire par la prospective rétrospective. Comment ça marche? Pour ça, Klein a mis au point une technique de débat qu'il appelle le pré-mortem, et qu'on peut utiliser très simplement dans n'importe quelle équipe. Le principe est très facile. Le pré-mortem s'intercale juste avant la décision finale, au moment où l'on peut craindre que certaines objections ou que certaines inquiétudes n'aient pas encore été exprimées. La technique consiste à se projeter collectivement dans un futur où le projet a échoué et à en faire l'autopsie, le post-mortem, d'où le nom de pré-mortem qui suggère une autopsie anticipée. L'animateur va donc annoncer quelque chose comme « Nous sommes dans 5 ans et ce projet a été un désastre sur toute la ligne, nous sommes donc en train d'en faire l'autopsie. Quelles sont les raisons pour lesquelles il s'est révélé tellement catastrophique ?» Et les participants vont alors noter par écrit et en silence une série de raisons possibles pendant quelques minutes qu'ils vont ensuite partager avec le groupe, si possible anonymement. Les résultats d'un pré-mortem sont toujours instructifs. Si tous les participants sont inquiets pour les mêmes raisons, c'est peut-être qu'on n'a pas suffisamment exploré ces raisons d'inquiétude. Et même si ces raisons relèvent de l'incertitude résiduelle qui est propre à n'importe quel projet risqué, ça permettra d'identifier les points d'attention critiques dans l'exécution du projet. Surtout, bien sûr, il est possible qu'apparaissent des sujets qui n'ont pas été traités et qu'on décide à ce moment-là d'investigations complémentaires. Il faut noter d'ailleurs que le pré-mortem ne sert pas qu'à éviter de prendre des décisions risquées ou hâtives, ça peut être aussi une excellente arme contre l'indécision. Imaginez de demander par exemple « Nous sommes dans 5 ans et nous regrettons amèrement de ne pas avoir pris cette décision. Pourquoi ?» et d'écrire les raisons pour ça. Au fond, le pré-mortem est une manière de nous forcer à faire une chose qui n'est pas naturelle, qui est d'imaginer plusieurs futurs possibles au lieu d'un seul. Et se forcer à prendre en compte le fait que l'avenir est imprévisible, c'est déjà une bonne manière de lutter contre le biais d'excès de confiance.